question. Et pour ce face-à-face de parlementaires, je reçois Charles de Courson, député UDI de la Marne. Bonjour. Bonjour. Face à vous, Eva Sas, député écologiste de l'Essonne. Bonjour. Et nous allons tout de suite commencer par le projet de loi de finances 2016, projet de loi de finances qui va être débattu tout à l'heure dans l'hémicycle. On a le sentiment que le gouvernement est un peu bousculé sur ce budget 2016 avec cet amendement notamment de Jean-Marc Ayrault et Pierre-Alain Muet. Quel impact pourrait avoir cet amendement, Eva Sas, dans le débat? Il faut reconnaître à Jean-Marc Ayrault de la constance d'abord parce qu'il avait dit qu'il y aurait une grande réforme fiscale au moment où il était Premier ministre et aujourd'hui il le met en œuvre une fois député. Et par ailleurs, il faut le rappeler aussi, c'était un engagement du président François Hollande puisque c'était l'engagement numéro 14 de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Je crois qu'il faut revenir un peu à l'origine de cet amendement. Pourquoi est-ce que Jean-Marc Ayrault, soutenu par les écologistes, comme je le dis dès le départ, propose cette fusion de la CSG et de l'impôt sur le revenu? C'est qu'aujourd'hui, on a une CSG qui représente 90 milliards de prélèvements, un impôt sur le revenu qui représente 70 milliards de prélèvements. Or, la CSG, comme vous le savez, est un impôt proportionnel, donc pas progressif. Donc tout le monde paye 8% en gros sur ses revenus. D'où l'intérêt d'avoir une CSG qui devienne progressive pour que ce soit plus équitable et aussi, soyons concrets, pour alléger aussi la CSG sur les bas revenus parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a besoin quand même d'un allègement fiscal pour les plus modestes. Cette fusion est-elle nécessaire, Charles de Courson? C'est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont penchés un peu sur cette question vous diront la chose suivante. En haut de la pyramide des revenus, le taux est au taux maximum possible. Jurisprudence en plus du Conseil constitutionnel. Donc vous ne pouvez pas l'augmenter. Or, l'assiette de la CSG est très large. 1100 milliards. Et 80% des Français payent la CSG, parce qu'il y a des cas d'exonération. Les gens les plus modestes, ils ne payent pas la CSG. Et assiette de l'impôt sur le revenu, un peu plus de 400 milliards, payés par 47% des Français. Donc vous voyez que si vous fusionnez les deux, vous ne pouvez pas éviter des transferts massifs au détriment des couches moyennes et des familles. Vous n'arriverez pas. Vous pouvez retourner tous ceux qui se sont penchés. C'est pour ça que les socialistes sérieux sont tout à fait hostiles à cette idée. C'est d'ailleurs assez amusant de voir notre collègue Ayrault, qui n'a pas mis en œuvre la promesse présidentielle lorsqu'il était Premier ministre, la ressortir quand il est redevenu député. Et naturellement, toujours en fin de mandat, pour faire croire qu'on va tenir une promesse. Or, il est d'ores et déjà trop tard pour mettre en œuvre une telle fusion. Alors, on va poursuivre le débat dans un instant. Direction l'Assemblée. Fernand Tavares, vous êtes avec Véronique Louagie, députée Les Républicains de l'Orne. Alors vous interrogerez tout à l'heure le ministre des Finances, alors ça ne va pas être une surprise, chez les Républicains, pas question de voter ce budget 2016, tout d'ailleurs qu'en 2015. Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? En tout cas, en l'état, il n'est pas possible de le voter. Plusieurs reproches. Le premier, c'est que c'était un budget qui n'est pas sincère quant aux hypothèses retenues. Un taux de croissance d'1,5%, un taux d'inflation de 1%. Aujourd'hui, ça n'est pas de la prudence, c'est difficilement atteignable. Derrière, on nous parle de 16 milliards d'euros d'économies. Ces 16 milliards, on ne les trouve pas dans le budget. D'ailleurs, Madame le rapporteur elle-même a indiqué que 4 milliards d'économies n'étaient pas fléchés, n'étaient pas documentés. Donc, véritablement, des inquiétudes sur cette présentation. De l'autre côté, aussi une inquiétude parce que finalement, nous n'avons pas de réforme de fond. Nous n'allons pas baisser notre niveau de dépenses publiques qui devrait absolument baisser. Et un quatrième point, c'est cette concentration de l'impôt sur le revenu sur un nombre de foyers fiscaux qui diminue. Un seul chiffre, en 2013, c'était plus de 52% des foyers fiscaux français qui payaient l'impôt sur le revenu. Cette année 2016, c'est 46%. Pour autant, sur cette même période, 20 milliards d'euros d'impôt sur le revenu en plus, c'est-à-dire une concentration très forte sur les classes moyennes. Eh bien, on écoutera la suite de votre question et la réponse du ministre des Finances dans quelques instants dans l'hémicycle. Merci Madame Louvagie. Très bien. À vous Marion. Merci Fernand. Alors Eva Sas, on va revenir ensemble sur cet amendement de Jean-Marc Ayrault et de Pierre-Alain Muet. Vous entendez cette question sur le fait que la fusion donc, de la CSG et de l'impôt sur le revenu aurait un impact seulement sur les classes moyennes et sur les classes aisées? Mais c'est factuellement faux. C'est-à-dire qu'on ne propose pas d'augmenter la CSG pour les classes moyennes, on propose de l'alléger pour les classes aux revenus modestes. Donc c'est exactement l'inverse. Donc vous faites courir en quelque sorte une rumeur ou un faux bruit comme quoi ça alourdirait l'impôt pour certaines catégories. Ce n'est pas le cas. C'est le recyclage de la prime d'activité, comme vous le savez, qui est proposé dans l'amendement,
pour faire un allègement de la CSG. C'est 2 milliards. C'est Donc pas avec 2 milliards que vous propose, allez alléger un impôt de 90 milliards. Vous pensez bien qu'on n'allège pas l'ensemble de l'impôt. Mais ce qui me gêne dans votre raisonnement, Monsieur de Courson, c'est que là, vous avez une logique de rendement. Évidemment, vous pensez qu'il est plus efficace de prélever une petite somme sur beaucoup de gens, fût-elle injuste, plutôt que de faire effectivement un impôt qui est progressif et que chacun paye selon ses moyens. C'est cela que nous proposons. Nous proposons effectivement que la CSG ne soit pas la même pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde paye le même taux, même ceux qui ont des revenus faibles. Et ça n'est absolument pas normal. Mais Madame Sass, la CSG est payée par 80% des Français sur une assiette de 1100 milliards. Y compris des gens extrêmement modestes, puisque vous savez que la CSG sur les revenus du patrimoine, que vous soyez extrêmement modeste ou très riche, vous payez le même taux. Oui, bien. Donc, attendez la suite. Alors que l'IR est payé sur 400 milliards. Vous voyez bien que quand vous devez fusionner ces deux impôts, si on devait les fusionner, vous êtes obligé de prendre l'assiette de la CSG. Bien. Ça, je pense que tous les gens de bon sens ont compris, ceux qui ont examiné cela. Si vous prenez l'assiette la plus large, c'est-à-dire l'assiette de la CSG, qu'est-ce que vous faites tout d'abord? Des dizaines de milliards de niches fiscales, ça veut dire que vous les abrogez totalement. Oui. Je vous rappelle que François Hollande avait promis de les réduire de la moitié de mémoire dans son programme, et que non seulement elle ne diminue pas, mais elle continue à augmenter. Quant au Parti socialiste, lui, il disait on va faire 50 milliards d'économies là-dessus. On n'a pas vu la couleur, on n'a vu que des hausses, puisqu'on poursuit la hausse du montant des niches fiscales. Donc vous avez le problème des niches fiscales, vous avez le problème de la familialisation de l'impôt, ce qui veut dire qu'une nouvelle fois, une telle réforme se ferait au détriment des familles. Vous pouvez le retourner dans tous les sens. Je ne sais pas ce que ça veut dire, les familles. Les familles, ceux qui ont des enfants par rapport à ceux qui n'en ont pas. Ce que ne comprend pas la gauche, c'est que ce n'est pas la même chose à égalité de revenus, d'avoir le même revenu. Et pour les uns, d'avoir des enfants, et les autres, de ne pas avoir d'enfants. Nous, dans l'opposition, nous avons toujours pensé, comme une partie de la gauche d'ailleurs pendant de très nombreuses années, que l'égalité entre les gens célibataires et les familles avec des enfants, elle ne devait pas se faire à égalité de revenus, qu'il fallait tenir compte de la taille de la famille et favoriser les familles. Voilà. Et donc, favoriser les familles, ça ne se fait pas par l'impôt, ça se fait par un crédit d'impôt par enfant, parce qu'aujourd'hui, les seuls qui bénéficient des niches fiscales, comme vous le dites, et du quotient familial, ce sont les familles riches. Les familles qui ne payent pas d'impôt, aujourd'hui, ne bénéficient pas par définition du quotient familial. Mesdames Sass, vous savez que le quotient vous savez que c'est la chose la plus injuste, le quotient familial, on est bien d'accord. Il a été constamment réduit. D'ailleurs, on peut se demander... ça va dans le sens de la justice. D'ailleurs, quand je pose la question... Mais pas du tout. Pas du tout. Parce que la résultat... Aujourd'hui, il ne bénéficie qu'aux gens qui payent l'impôt sur le revenu, par définition. Mais attendez, il n'est pas juste de traiter de la même façon, quasiment de la même façon, des gens qui ont des charges de famille et ceux qui n'en ont pas. Aujourd'hui, très concrètement, c'est une inégalité un enfant de riche rapporte plus à une famille qu'un enfant de pauvre. C'est ça le quotient familial. L'enfant de pauvre, ça dépend de la définition de la pauvreté. Mais pas du tout. Si. Mais vous oubliez de dire que les prestations familiales, elles étaient sans condition de ressources pour les allocations familiales, et toutes les autres sont conditions de ressources. La politique familiale, c'est pas uniquement l'impôt sur le revenu, c'est les prestations familiales, c'est les crèches, c'est un ensemble d'avantages dans lequel le quotient familial n'est qu'un petit élément. Je dis simplement que la gauche ne cesse de dégrader la situation des familles avec enfants par rapport à celles qui n'en ont pas, et que ceci est contraire à la justice sociale. A priori, le gouvernement ne veut pas de cet amendement de Jean-Marc Ayrault et de Pierre-Alain Muet. La discussion est reportée au mois de novembre, à la deuxième partie de ce projet de loi de finances. Quel accord pourrait-il y avoir entre le gouvernement et les députés sur cette question ? Écoutez, moi je pense qu'il faut faire un pas. Le pas... Monsieur de Courson effraie un petit peu en disant qu'il faut une réforme générale, on va supprimer toutes les niches fiscales, etc. Mais je crois qu'il faut voir ce qui est devant nous. Le premier pas, c'est la progressivité de la CSG. Je pense qu'il faut qu'on avance sur cette question-là, et cette seule question-là, lors de ce débat. Nous pourrions au moins reconnaître le fait, par exemple, qu'il y a un impôt citoyen qui est composé de deux parts. D'une part, l'impôt sur le revenu,
qui est familialisée, et d'autre part la CSG qui ne l'est pas. Ça serait déjà un premier pas pour avancer dans le sens d'une réforme fiscale de plus grande ampleur. Le gouvernement avance le problème de la constitutionnalité, il n'a pas tort, ça a effectivement été reporté plusieurs fois du fait du caractère inconstitutionnel de la progressivité de la CSG. Néanmoins, je pense qu'il est important pour le gouvernement de marquer que cette réforme fiscale qu'il appelait de ses voeux et qui était dans le programme du président de la République n'est pas enterrée et mise aux oubliettes. Non, la progressivité, c'est quelque chose d'envisageable ou pas, Charles de la CSG, non. Non, c'est consubstantiel à la CSG, à sa construction et à son affectation à la protection sociale. Ceci a été, ça se le rappelait, il y a eu des décisions du Conseil constitutionnel. Donc c'est une impasse totale. Ce qui est grave, c'est que des gens comme M. Ayrault, qui a été Premier ministre, qui quand même sait à peu près de quoi il s'agit, fasse rêver de cela. Est-ce pour faire croire qu'on va respecter l'un des engagements du président de la République, que tout le monde sait, ça ne sera pas le cas avant la fin de cette mandature. C'est trop tard, en plus. Vous voyez, je me méfie toujours des gens qui arrivent, vous voyez, en fin de mandature en disant « Ah ben j'avais oublié que j'avais promis telle chose ». On va le faire, mais dans 3 ans, vous voyez, alors que la majorité, bon, tout le monde le sait, elle changera en plus. Donc, vous voyez, c'est ce que j'appelle de la démagogie. Et vous pourrez suivre du coup en direct ces débats et ces discussions. Le projet de loi de finances 2016, ce sera en direct sur LCP à partir de 16h15. Nous allons poursuivre notre thème de ces questions au gouvernement qui nous attendent à 15h. Air France, les gardes à vue des 5 salariés se poursuivent, des interpellations une semaine après les violences commises en marge du comité central d'entreprise. Rappelez-vous ces images chocs, des cadres s'étaient enfuis sous la protection de vigiles, vestes et chemises arrachées, jetées au sol. Nous sommes tout de suite avec Fernand Tavares en direct. Fernand, vous êtes avec André Chassaigne qui va poser une question donc, lors de ces questions au gouvernement. Alors André Chassaigne, vous souhaitiez interroger directement le Premier ministre sur cette affaire des syndicalistes d'Air France. Arrêté au petit matin. Bon, vous avez ce matin, pendant votre point de presse et encore maintenant aux 4 colonnes, manifesté, si j'ose dire, une grande colère quand même. Alors, faute de Premier ministre, je suppose que vous allez vous adresser à la garde des Sceaux. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Je vais lui dire, est-ce que c'est normal de traiter des syndicalistes qui défendent l'intérêt général comme des gens qui relèveraient du grand banditisme? Je trouve que venir faire des arrestations au petit matin, c'est complètement disproportionné, mais c'est surtout laisser croire à l'opinion publique qu'il y a d'un côté une espèce de violence sauvage, qui serait la violence des salariés. Mais ces salariés, il faut bien mesurer que derrière leur colère, derrière leur violence, il s'agit de vies brisées, il s'agit de familles déchirées, il s'agit quelquefois, on l'a vu par le passé dans les entreprises concernées par des vagues de licenciements, de suicides. Et on oublie, je crois, ce qui est essentiel, c'est ce que je vais rappeler, c'est la violence patronale, c'est la violence de la casse sociale. Vous allez demander certainement que leur garde à vue soit levée et qu'on efface tout ? Non, il ne s'agit pas de ça, il ne s'agit pas de tout effacer, mais il y a une enquête qui est en cours. Ce que je demande, c'est que ces salariés soient traités dignement, qu'on arrête cette humiliation et qu'on n'oublie pas que la violence, avant tout, elle est dans la casse sociale. C'est la violence du patronat contre les ouvriers. Je vais d'ailleurs citer Jean Jaurès, qui a eu de belles phrases à ce sujet. Eh bien, nous écouterons Jean Jaurès dans votre voix tout à l'heure pendant la séance des questions au gouvernement. Autre question certainement qui sera posée soit au ministre de l'Intérieur ou à la garde des Sceaux, je viens de l'apprendre, c'est André Ciotti qui va interroger le gouvernement sur les manifestations de demain des policiers. Vous savez qu'il y aura une manifestation place Vendôme à Paris et devant tous les palais de justice de France. Merci Fernand. Vous avez entendu André Chassaigne, la CGT et l'extrême gauche qui dénoncent ces interpellations. Votre réaction, Eva Sas, après ces interpellations à Air France? C'est vrai que, d'une part, il faut sanctionner les actes de violence, qu'ils soient commis ou non par des syndicalistes. Mais d'autre part, il faut avoir une proportion de la sanction. Et André Chassaigne le dit bien, c'est vrai qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on a une volonté d'humilier ces personnels syndicaux, alors qu'il n'y a pas eu... C'est la procédure classique, il y a des interpellations. Je ne crois pas que c'est la procédure qui a été appliquée à M. Cahuzac, par exemple. Donc, effectivement, il y a un peu de poids, de mesure. Donc, moi, il me semble que ces faits-là
même si je ne les soutiens pas en tant que tels, parce que je trouve qu'on peut toujours manifester son désaccord dans la non-violence, c'est la culture des écologistes. Je pense que là, on est effectivement dans l'excès de sanctions et je trouve normal que soit posée la question effectivement de la façon dont ont été arrêtés ces personnels syndicaux qui n'ont pas commis non plus des violences extrêmes. Charles de Courson, une réaction à cette question d'André Chassaigne? Première observation, dans une société correctement organisée, on ne peut pas accepter la violence comme mode de résolution des conflits. Bon. Deuxième observation, tous les syndicats ont dénoncé, on les présente comme des syndicalistes. Mais pas du tout. Tous les syndicats ont dénoncé leur comportement. C'est une poignée de quelques individus. Ce sont 5 personnes qui travaillent dans la branche cargo ou chez Air France Industrie, absolument, dans l'activité de maintenance. Absolument, c'est-à-dire l'activité, disons, industrielle d'Air France. C'est inacceptable. Donc, ils doivent être sanctionnés. Et je m'étonne toujours d'une certaine complicité de certains membres de la classe politique à l'égard de cela. On ne peut pas accepter cela. Et le vrai problème d'Air France, c'est pas cette affaire. C'est le fait que cette entreprise a perdu des années avant de se restructurer et d'être compétitive. L'entreprise n'est toujours pas compétitive. Et dans un monde ouvert, eh bien, quand vous n'êtes pas compétitif, vous mourrez. Et donc, c'est une question de vie ou de mort qui est un accord dans toute la mesure du possible avec ceux des syndicalistes qui sont conscients de l'extrême difficulté dans laquelle se trouve la compagnie. Et on ne peut pas accepter les violences. Enfin, le directeur des ressources humaines, qu'on retrouve des poitraillés arrachés. Oui, mais à ce moment-là, si on ne l'accepte pas, et quand on fait des bêtises dans la vie, il doit y avoir des sanctions qui tombent. Et donc, ils sont en garde à vue. Très bien, et c'est la justice qui décidera de la peine. C'est pas à nous de dire à la place de la justice est-ce qu'ils vont être sanctionnés plus ou moins, etc. Vous voyez bien qu'il y a une volonté d'humiliation. C'est ça qui effectivement dérange et qui rend mal à l'aise. L'humiliation, mais attendez, quand on fait des choses aussi graves, il est quand même normal qu'une sanction tombe. Ah oui, c'est quand même grave. Et s'il n'y avait pas eu une partie des autres syndicalistes pour protéger le directeur des ressources humaines, on se demande dans quel état il serait ressorti. C'est inacceptable. Des gens qui ne sont même pas mandatés. Mais vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas du tout représentatif du monde syndical. Et ce que vous n'avez pas dit, par contre, c'est qu'il y avait une violence extrême aussi de l'autre côté, du côté de la direction. Si, parce qu'elle refusait le dialogue social. Et ça a été dit, elle ne répondait même pas aux questions. On était en pleine discussion. Non, c'est faux. On était en pleine discussion. Et les syndicalistes, représentants de personnel au sol, étaient extrêmement critiques sur d'autres syndicats qui boycottaient, qui représentaient le personnel commercial, enfin le PNT et le PNC pour être précis. Donc si vous voulez, c'est pas acceptable. Moi je connais les dirigeants d'Air France parce que j'ai été rapporteur spécial pendant 10 ans. On comprend mieux votre position. Aérien, pas du tout. Mais je connais aussi les syndicalistes. Je les connais. Je vais vous interrompre un instant parce que nous allons retrouver Bruno Leroux, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, au micro de Fernand Tavares. Bruno Leroux, bonjour. Le président du groupe GDR, M. Chassaigne, va poser une question tout à l'heure. Il est vraiment très en colère contre le gouvernement, surtout par rapport à ce qui arrive aux syndicalistes d'Air France. Ils disent, mais bon, ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de quoi vraiment en faire un drame. Il y a plus grave, ce sont les futurs licenciés d'Air France. Moi, je suis pour qu'il n'y ait aucun licenciement et en même temps la fermeté. Ceux qui ont fait ça ne sont pas les syndicalistes, ne sont pas dignes d'être des syndicalistes. Et donc, moi, je ne fais aucun amalgame entre les syndicats, quels qu'ils soient à Air France, et ceux qui ont commis ces actes la semaine dernière et qui doivent bien entendu être totalement punis parce qu'ils ne représentent aucun syndicat et qu'aucun syndicat ne peut accepter les méthodes qui ont été employées ce jour-là. Et donc, moi, je dis 0 licenciement et il faut trouver une sortie qui permette à la compagnie de reprendre confiance, de regagner des parts de marché, de ne procéder à aucun licenciement, voire même d'embaucher, mais en même temps beaucoup de fermeté sur ceux qui ont commis des actes inqualifiables. Autre question tout à l'heure, le mouvement des policiers. Demain, ils seront place Vendôme et devant les palais de justice de France. Ça vous choque ? Toujours faire attention à ce genre de manifestation, surtout quand un gouvernement a fait de la sécurité sa priorité. Surtout quand il n'y a absolument dans l'exercice de la justice aucun laxisme, mais une réaction qui est une réaction immédiate, normale, quand il se pose des difficultés. Et donc je dis aux policiers qu'ils font aujourd'hui, ils ont une charge très très lourde, c'est vrai, et depuis plusieurs mois, un travail supplémentaire leur incombe, celui de mieux protéger encore face à la menace terroriste les Français. Je comprends qu'ils puissent être fatigués, je comprends qu'ils puissent être quelquefois avec des questions à nous poser, mais je leur fais remarquer
remarquer aussi que jamais un gouvernement n'a fait ces 10 dernières années autant pour le corps policier, pour la justice, que ce que nous faisons depuis 3 ans maintenant. Merci Bruno Le Roux et à tout de suite dans l'hémicycle. Merci Fernand. Une question, Eva Sass, Charles de Courson. Tout à l'heure, les députés vont discuter du projet de loi de finances. Les débats vont commencer vers 16h15 dans l'hémicycle. Valérie Rabault estime qu'il y a 4 milliards d'euros non documentés. Qu'est-ce que cela signifie, 4 milliards d'euros du plan d'économie? Valérie Rabault est la rapporteure générale de la Commission des finances. Charles de Courson. Alors, c'est pire que ça. La thèse gouvernementale est on fait 16 milliards d'économies sur État, sécurité sociale, collectivités territoriales. On demande depuis 3 ans, pas que nous-mêmes, pas que l'opposition, même une partie de la majorité le demande, et la Cour des comptes, qui dit « mais je ne trouve absolument pas les économies qu'annonce le gouvernement ». Alors on a demandé à Valérie Rabault d'essayer de nous éclairer. Elle nous a sorti un document qui est explosif, car elle ne trouve que 6 milliards sur les 16 annoncés par le gouvernement. Et encore, dans ces 6 milliards, il y a 3,4 milliards sur les collectivités locales qui ne sont pas des économies, qui ne deviendront éventuellement pour une partie des économies que si les responsables des collectivités territoriales réduisent la dépense publique locale. Je vous donne 2 exemples. Le gouvernement dit « je fais 3,4 milliards d'économies sur l'assurance maladie ». Oui, l'assurance maladie, c'est 180 milliards. Hein. C'est pas... Voilà. Mais on dit « mais comment vous avez calculé ça ?» Ah, ben on a dit « voilà, c'est très simple. On estime que la tendance de l'évolution des dépenses d'assurance maladie, c'est 3,6% par an. Et comme on a fixé l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 1,75, ben vous faites la différence entre les deux, vous multipliez par 180 milliards pour faire simple, et vous trouvez 3,4 milliards. Mais on dit, mais attendez, c'est une plaisanterie. L'année dernière, on était à 2 et quelques, donc si vous êtes à 2, ben vous faites 2 moins 75, c'est ça les économies. Deuxième exemple, on nous dit, regardez, on fait 600 millions d'économies sur la fonction publique, puisqu'on maintient le blocage du point. Mais le blocage du point, ça fait 5 ans. Ce n'est pas une économie, c'est le maintien d'une situation. Donc, toutes les économies que prétend faire le gouvernement, c'est par rapport à un tendanciel qui n'a aucune signification. La réalité, c'est qu'on fait 6 milliards en comptant large, et moi je pense plutôt 4,5 milliards sur les 16 annoncés. Ça ne fait pas beaucoup. Et ça, elles sont bien toutes là, ces économies, ces 16 milliards annoncés par le gouvernement. Moi, je salue le travail de la rapporteure générale de façon générale, et en particulier sur ce point, effectivement, sur la volonté effectivement, de documenter l'ensemble des points du budget. Mais ce que je ne peux pas laisser dire, notamment par M. de Courson à l'instant, c'est qu'il n'y a pas d'effort sur la dépense publique. Je pense que c'est vraiment... Il y a eu 15 milliards de dépenses en moins en 2014-21, de mémoire en 2015. Si, Monsieur de Courson. La dépense publique Et je vais vous donner 2 exemples très concrets. Vous parlez des collectivités locales. Je suis étonnée que vous preniez ce point, parce que s'il y a bien une économie qui est réelle et même très dure rapidement, à assumer. Madame Vautrin est en train d'arriver dans l'hémicycle pour les questions au gouvernement. Je vous laisse terminer très rapidement. 3,7 milliards d'économies sur les dotations collectivités locales. Ça veut dire des crèches en moins, ça veut dire des MJC en moins, ça veut dire des missions locales en moins. Tout de suite, c'est très concret, malheureusement. Tout de suite, les questions au gouvernement. Merci Charles de Courson et Eva Sass.